À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie, le cœur léger et le bagage mince. J'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier et j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé. Un géant de la chanson française, la formule peut sembler galvaudée, sauf dans le cas présent. Avec Charles Aznavour, c'est bien le dernier représentant d'un âge d'or qui vient de s'éteindre. L'égal des Piaf, des Brel, des Brassens, ou encore de Johnny Hallyday qui nous a quittés récemment. L'interprète, auteur-compositeur aux 1400 titres enregistrés en 8 langues différentes est donc disparu la nuit dernière à son domicile de Mouriès dans les Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Nous allons revenir tout au long de ces 3 quarts d'heure sur l'héritage inestimable que laisse Charles Aznavour avec à mes côtés Christian Eudeline, journaliste musique à VSD, co-auteur de l'encyclopédie de la chanson française. Merci d'être avec nous. Merci également à Charline Le Carpentier. Vous êtes journaliste musique pour Libération, Time Out, Marie-Claire ou encore Vanity Fair. Et puis Benoît Cachin, vous êtes écrivain, journaliste à Télécable, Sat Hebdo, spécialiste de la chanson française. Merci à vous 3 d'avoir accepté de venir nous parler de Charles Aznavour. On a tous des chansons de Charles Aznavour dans la tête. Et notamment vous, Serge Avedikian, qui l'avait bien connu. Merci d'être avec nous. Vous êtes en ligne, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste et donc, je le disais, ami intime de Charles Aznavour. Qu'évoque pour vous aujourd'hui sa disparition, au-delà bien sûr de la perte d'un ami cher? Écoutez, c'est d'abord une émotion particulière parce que, au-delà du fait de se connaître et amicalement et professionnellement, c'est quelqu'un qui marque à vie lorsqu'on est en lien avec lui par le fait que c'est un artiste jusqu'au bout des ongles, exceptionnelle capacité de travail, un respect devant le travail des autres artistes. Malgré les 30 années qui nous séparent, il a été toujours d'égal à égal avec moi, et sans être ni condescendant, ni démagogique, ni rien, toujours en partageant son savoir, sa curiosité et son grande humanité aussi, et son arménité, comme on dit, celui qui disait 100% français, 100% arménien, cette formule qu'il avait trouvée avec Verneuil, qui sied bien à sa génération, qui a pendant longtemps souffert par le fait de ne pas pouvoir l'exprimer, cette arménité, de façon directe, parce qu'il a mis beaucoup de temps à écrire une chanson sur l'Arménie. Ils sont tombés, et après, c'est au moment du tremblement de terre en 88, il m'a appelé le 8 au matin, le tremblement de terre a eu lieu le 7, le 8 au matin à 9h, mon téléphone sonnait, il me disait « Qu'est-ce qu'on fait, Serge ?» Et je lui ai dit « Toi, tu fais un gros chèque, et moi, je vais m'occuper de savoir ce qui se passe sur place. » Et au lieu de faire un gros chèque, il a fait une énorme chanson extraordinaire, à laquelle j'ai eu la chance de participer et dont il a fait don de toutes les royalties au gouvernement arménien de l'époque, qui a pu subvenir aux besoins de ceux qui ont souffert du tremblement de terre. Oui. Pour toi, Arménie, ça avait été un énorme succès à l'époque. Charles Aznavour avait été touché par l'accueil que lui avaient réservé les Français à cette chanson. Mais bien sûr, parce que je pense que la solidarité, c'était quelque chose que lui portait en lui en tant qu'immigré de longue date, avec cette
cet humour et cette autodérision concernant toutes les immigrations. Il adorait imiter l'accent yiddish, l'accent maghrébin, l'accent arménien. Il avait ce recul sur lui-même. Et je trouve extraordinaire aussi quelqu'un qui a accompli tant de choses, de dire je ne crois pas à la postérité et de parler de sa mort prochaine, il n'y a pas si longtemps que ça, avec sérénité, disant qu'il mourrait chez lui, entouré des siens. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il me disait toujours, je ne veux pas mourir sur scène comme Molière et comme tous ceux qui rêvent de mourir sur scène, parce que la scène, c'est la scène et je la connais, je veux mourir chez moi, en famille. Et c'est ce qu'il a fait. Et je trouve que c'est, voilà, un homme de parole, si vous voulez. Non seulement un parolier, mais un homme de parole. Et pourtant, ça peut sembler paradoxal parce qu'il était au milieu d'une nouvelle tournée. Il avait prévu de nouvelles dates de concert à la fin du mois en Belgique et puis le mois prochain en France, à la scène musicale notamment. Ça veut dire qu'il comptait encore travailler très longtemps. Michel Drucker l'a confié, il prévoyait un concert pour ses 100 ans. Oui, bien sûr, mais Charles, il s'est toujours projeté, ça a été son moteur. C'était un bourreau de travail, un boulimique extraordinaire. Il m'a servi d'exemple en ce sens, parce que je pense que l'énergie que l'on partage avec certains artistes compte plus que le talent ou le don de ceux qui l'ont au départ. On sait que c'est le facteur travail qui fait. Et n'oublions pas de parler de Charles comme comédien extraordinaire. On en parlera. Oui, tiré sur le pianiste, La tête contre les murs de Franju, Le fantôme du Chapelier, Le tambour de Schandorfer, enfin, extraordinaire comédien. Donc, beaucoup de facteurs. Et une dernière chose, Charles me disait toujours, tu sais, nous, les Arméniens, on est peu dans le monde et on se doit de se multiplier. Il disait, tu vois, moi, je suis parolier, j'écris de la musique, j'arrange, je chante, je produis maintenant, et toi, tu fais des films, tu produis, tu es comédien, tu écris des scénarios, et ben voilà, on est au moins 4 personnes, chacun de nous, et on se doit de l'être parce qu'on n'est pas beaucoup, et on doit se démultiplier. Et jusqu'au bout, je pense qu'il a gardé cette verve, cette envie de se battre, cette envie de transmettre, et je pense que c'est un des maîtres de la transmission et de fédérateurs, pas seulement pour les Arméniens. N'oublions pas qu'il a écrit, c'est un des premiers chanteurs français qui a chanté « Je suis un homo », comme il dit. Oui, bien sûr, on s'en souvient. Ouais, c'est un des premiers, voilà. Sa pertinence. Voilà. On évoquera le Aznavour comédien avec Thomas Borès. Une dernière question sur ce chanteur qui a traversé les âges et les générations. Vous le disiez, vous aviez 30 ans d'écart. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenus amis ? Mais parce que je pense que Charles, il savait repérer, comme tous ceux qui ont ce don intuitif des grands artistes, ceux qui ont quelque chose en eux à dire. La première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit sur quoi tu travailles. J'ai dit j'ai découvert un auteur maudit qui s'appelle André de Richaud. C'est Piccoli qui me l'a fait connaître et je vais faire un film à partir d'un de ses romans. Il m'a dit tu aimes les maudits toi. Il savait. Et on retrouve évidemment toute la poésie aussi de Charles Aznavour. Merci Exactement. beaucoup. Merci beaucoup Serge Avedikian pour votre témoignage. J'accueille également à mes côtés Idir, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, chanteur, compositeur algérien. Vous avez chanté en duo avec Charles Aznavour la célèbre chanson La Bohème, mais en version kabyle. On va en écouter un extrait. Oui. أخوي غف بزمان اسمي فيدان ومان ما كانت الليلي نسبة نتردك فردان ديك سافر دي خرقان إداو تجيلي ورنيك سيفي مليان ولا صردي فلان نتصرف كان دي تمصير ونحس بدك وسان وريلي وغدي شغال سواك مذنكيني لا بوهامة هذا زنخار مرحبا استيري لا بوهامة. Idir, cette chanson, elle figure dans votre album Ici et ailleurs. Ça dit quelque chose de l'universalité du style Aznavour? Bien sûr, Aznavour, au départ, moi, je le plaçais dans la 3e planète après le Soleil. Et quand j'ai fait un titre qui s'appelle Lettre à ma fille sur un texte de Grand Corps Malade et une musique de ma fille, il avait écouté ça et il a voulu me connaître. C'est lui qui vous avait contacté? Oui. Donc on a parlé de choses et d'autres et puis il a manifesté son désir de faire quelque chose avec moi. Pas forcément celle que lui voulait me faire un texte à chanter, éventuellement une musique.
Et puis, cette histoire de Bohème est venue. On en a parlé, il m'a dit bon cours, j'y vais. C'est comme ça qu'on a démarré. Comment s'est passée la collaboration? Vous ne le connaissiez pas, ça a été une rencontre à l'occasion justement de tout, l'enregistrement de ce morceau. Oui, oui, on parlait de choses et d'autres. Il était très curieux, il me posait beaucoup de questions par rapport à mon identité, par rapport à l'Algérie, par rapport à la religion. Alors moi, j'étais coincé entre le fait d'être un peu timide et puis impressionné. Mais comme il me mettait de plus en plus à l'aise, on a débordé sur beaucoup de sujets ensemble. Et puis, je lui ai dit ce que je pourrais faire cette chanson, puisque vous voulez qu'on la fasse ensemble, un peu à l'orientaliser un petit peu. Il m'a dit, mais c'est ce que je veux. Il vous a laissé vous approprier cette chanson d'une certaine manière. Pour vous, ça a été un grand moment, pour votre public aussi? Mon Dieu, oui. C'est indescriptible, vous savez. Indescriptible. On vous sent ému, bien sûr, aujourd'hui. Oui. Charline Le Carpentier, on comprend à travers cela que Charles Aznavour, pour être un artiste, était aussi avant tout un auditeur qui s'inspirait aussi d'énormément de sources différentes et finalement nourri par cette curiosité pour la musique. Oui, finalement, Charles Aznavour, c'est pas des valses solantes européennes, c'est pas uniquement l'influence d'Edith Piaf, c'est aussi, on sent, il est capable, par exemple, de faire un titre inspiré des musiques brésiliennes, et il a aussi fait beaucoup de jazz, big band. Il a écouté effectivement beaucoup de musique, beaucoup de musique du monde. On le compare effectivement par cet éclectisme, Christian Eudeline, on a pu le comparer à des géants comme Frank Sinatra par exemple, par sa présence aussi sur scène. C'est un peu ça, Charles Aznavour? Alors on dit toujours que c'était un petit homme doué d'un grand talent, parce qu'il faisait 1m64, hein, c'est lui qui l'avait dit, je ne dévoile pas un secret. Il écrivait beaucoup, alors sur cette... La Bohème, c'est une chanson très prolifique. Hein. Alors, on ne sait pas combien de chansons il a écrites, hein, parce qu'on dit 1400 chansons, il n'y a pas de statistiques, on ne sait pas vraiment, ou un peu plus de 1000, on ne sait pas trop. Surtout, beaucoup de gens l'ont chanté. Vous pouvez citer, on va en citer deux, c'est Johnny Hallyday et Elvis. Hein. Bon, les deux l'ont chanté. Un titre comme La Bohème, c'est assez caractéristique du style de Charles Aznavour, parce que si vous pensez à Charles Trenet, vous pensez au swing, et si vous pensez à Charles Aznavour, vous pensez à la mélancolie. Vous avez beaucoup cette mélancolie de l'enfance, le 20 ans, dans la plupart de ses chansons, enfin pas la plupart de ses chansons, mais nombre de ses succès. Hier, tu avais 20 ans encore. Hier encore, j'avais 20 ans. Hier encore, tu avais 20 ans. C'est toujours l'âge de 20 ans qui semble l'étape. Et la Bohème, bon, bah, c'est avant de travailler, etc. Je me voyais déjà... Il y a plein de chansons sur cette thématique-là. La mélancolie, c'est... La nostalgie, on peut dire qu'il y a une nostalgie Aznavour. Ah oui, c'est vraiment la nostalgie des jours heureux. En amour aussi, hein, les plaisirs démodés, tout ça, ça arrive après son mariage avec Oula. Bon, c'est très important, cette nostalgie et cette mélancolie. C'est l'un des artistes, l'un des auteurs qui a amené ça à la chanson. Benoît Cachin, l'un des auteurs qui a amené ça. Alors, ce qui est étonnant, effectivement, dans son parcours, c'est qu'il a été découvert, non pas par un homme, mais par une femme, qui aurait été son Pygmalion, d'une certaine manière. C'est Edith Piaf. Elle aura marqué ses débuts et l'ensemble de sa carrière. Oui, quand ils se rencontrent en 1946, elle voit tout de suite en Aznavour le talent, quoi, de l'auteur-compositeur, parce qu'il va travailler tout de suite avec elle. Il va intégrer la bande de Piaf et elle va l'emmener aux États-Unis, etc. Donc, elle a tout de suite vu le talent d'Aznavour, parce qu'au début, c'était vraiment pas gagné pour lui, quoi. Il a vraiment ramé. Hein. Il avait des problèmes de voix. Lui-même était assez critique sur sa voix, non? Il était critique sur sa voix, parce que surtout les autres étaient très critiques, son entourage. Et pourtant, il aurait une carrière d'interprète. Par exemple, on cite souvent Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg a beaucoup écrit pour les autres. Aznavour a beaucoup écrit pour lui-même. Oui, mais au départ, il a vraiment ramé, quoi. Il faut vraiment attendre 1954 pour que le succès arrive, et surtout tout le début des années 60 où il va connaître ses plus gros succès. Mais au début, c'était pas facile. On disait qu'il avait un physique ingrat, qu'il chantait mal, qu'il se présentait mal. C'était très très dur. Il a même failli abandonner. Hein. La période des yéyés lui était pas propice? Pas du tout. J'ai envie de revenir juste, je suis désolé, mais c'est pas Edith Piaf qui le découvre du tout. Hein. C'est pas
Patachou. Non, Hein. pas... Il y a une audition chez Patachou, et il a une voix enrouée, et Patachou lui dit ouais, quand tu. C'est une légende Non, ce sketch-là. Le partenariat avec Edith Piaf. Non, c'est après. C'est après. On parle de la découverte. Voilà. Là. Oui. Mais Patachou lui dit quand vous serez pas enrhumé, quand vous serez pas enroué, revenez me voir, ce sera peut-être mieux. Et il est super vexé. Edith Piaf, on est déjà 4-5 ans après. Edith Piaf lui offre un nouveau-né. Concrètement, une chirurgie esthétique. Et elle l'emmène aux États-Unis. Et elle l'emmène aux États-Unis. Et il y a l'amitié avec les compagnons de la chanson. Voilà. Moi, j'avais demandé à Charles Aznavour qu'est-ce qu'il faut retenir de votre carrière. La bande de Fred Mella, notamment. Les amis, et puis avec Fred, voilà, c'était ça qui retenait. Alors, les yéyés, c'est super important parce que les yéyés, il est déjà vieux. Oui. Il est vieux. Dans les yéyés. Il est né en 24, donc on est en 60, il a quel âge? Il a 36 ans. Donc, par les gens interposés, par Johnny Hallyday, et Sylvie Vartan et Gillian Hill, c'est des gens comme ça, il va écrire des chansons qui vont arriver dans le hit parade, mais c'est une décennie dans les années 60 où il va tourner à l'étranger, aux États-Unis, parce que c'est l'un des rares Français qui remplit les salles aux États-Unis, parce qu'en France, on n'en veut plus. Il n'est pas dans Salut les copains. C'est tout le paradoxe, Charlie Le Carpentier. Alors même que les chanteurs français des yéyés imitent les chanteurs américains pour bâtir un succès ici en France, eh bien lui est le seul qui parvient à s'exporter en restant finalement atypique, ou en tout cas pas du tout américain dans le style. C'est vrai, sauf peut-être sur le titre Chic, qui est un petit peu qu'il a fait beaucoup connaître aux États-Unis et qui est quand même typiquement crooning américain et qui a d'ailleurs connu d'autres versions en italien, en espagnol. Mais ce que je trouve, concernant sa voix, il y a Jean Cocteau qui a écrit un texte pour un de ses disques sur lequel il dit qu'il ne chante pas avec sa gorge mais avec son cœur. Et c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui met l'accent sur la recherche des mots et qui en fait en fait la décrit dans son... Il fait beaucoup cette mise en abîme, comme quand il chante qu'il va être en haut de l'affiche, etc. Il parle de son métier, en fait, même dans ses textes. Oui. Il parle de sa recherche, de sa quête d'écriture, de comment, par exemple, sur le titre « Je t'aime », il explique comment il fait sa recherche pour ses textes, pour retrouver comment dire « Je t'aime ». En fait, c'est sa quête perpétuelle, voilà, de trouver ses textes. La comparaison avec Sinatra, elle est pertinente ou pas du tout? Je pense qu'il a justement de ce physique dont il est le plus humble. Et j'ai réécouté un concert dans lequel il dit qu'il a toujours ce voile de pudeur sur sa voix. Je ne suis pas sûre que cette pudeur existe chez Sinatra, qui a peut-être plus d'assurance. Juste pour revenir sur la période yéyé, je suis tout à fait d'accord avec Christian, c'est très très important parce que alors que certains vont être balayés par la vague yéyé, lui va très très bien l'utiliser, quoi. Il va vraiment aider les jeunes par exemple Johnny Hallyday évidemment retient la nuit, et Sylvie Vartan La plus belle pour aller danser, qui est quand même le tube ultime de Sylvie Vartan, qui va la propulser au Japon. Et il a vraiment l'intelligence de s'intéresser à la jeunesse, et ça c'est vraiment l'essence même de Aznavour, parce que jusqu'à la fin il s'intéresse à la jeunesse. Il n'a jamais été méprisant, comme par exemple Juliette Gréco a été très méprisante envers les yéyés. Elle l'a payé très cher. Elle l'a regretté. Quand on a côtoyé le soleil, à savoir Miles Davis d'aussi près, c'est vrai que c'est difficile. Elle l'a regretté après, elle l'a dit publiquement qu'elle le regrettait, mais Aznavour, jamais, quoi. Il a toujours été très très proche de la jeunesse. Ça soit 60, 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, Grand Corps Malade. Et le résultat, eh bien, ce sont ces tubes, comme on dit, indémodables. Écoutez-en un, emmenez-moi. Vers les docks où le poids et l'ennui, ils arrivent le ventre alourdi de fruits des bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets de ciel bleu, de mirage, traînant les senteurs poivrées de pays inconnus et d'éternels étés en oubli presque nus sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller sur gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins.
Christian Ulline, voilà ce qu'on appelle la variété française indémodable, ces chansons qu'on peut encore écouter aujourd'hui et qui n'ont pas pris une ride. Alors, ce qui est rigolo, la chanson Emmenez-moi, c'était assez caractéristique du style de Charles Aznavour quand il ne parlait pas de sa jeunesse. Quand il n'avait pas d'inspiration, qu'il était en panne devant la feuille blanche, il prenait l'avion, il prenait son appareil photo et il allait en voyage et il essayait d'écrire. Et en fait, cette chanson-là est née en Chine avec son appareil photo et puis il est dans un hôtel et puis voilà, emmenez-moi là-bas et c'est né comme ça. C'était une de ses façons d'écrire. Il aimait beaucoup partir en voyage. On n'imagine effectivement pas à quel point il s'est inspiré de ce qu'il voyait et des rencontres qu'il pouvait faire, Charles Aznavour. On a l'impression effectivement que c'est quelqu'un à qui tout venait assez naturellement. Il avait du mal à trouver ses sources d'inspiration, Benoît Cachin. Oh, je pense pas, non. C'est quelqu'un qui regardait la vie, qui a écrit beaucoup sur l'amour. Jusqu'à très sur tard, ses il amours. continuait à écrire encore ces dernières années. Donc c'était quelqu'un qui était très très inspiré pour lui et pour les autres. Il était toujours, il ciselait les textes pour les autres. C'est assez étonnant d'ailleurs. Un peu à la manière de Serge Gainsbourg d'ailleurs. Oui. C'était vraiment du sur-mesure pour les autres. Donc non, je pense pas. Il a peut-être eu des périodes dans sa carrière, ça je pourrais pas vous répondre, où il était en panne d'inspiration. Mais... non, quand on écoute ses grands succès, on ne peut pas dire qu'il était en panne d'inspiration, loin de là. On va écouter sur l'écriture aussi, parce que les textes, bien sûr, étaient aussi importants que la musique pour Charles Aznavour. Voilà ce qu'il en disait sur notre plateau. La musique, c'est le support pour mes mots. D'autres vous diront, et ils auront raison, parce que c'est leur manière de voir, vous diront, le mot accentue ma musique, ils mettent leur musique en premier. Moi, je mets les textes en premier. Mais la chanson française est basée d'abord sur le texte. C'est intéressant, Charlie Le Carpentier, parce qu'il y a une manière très pop, très rock, très anglo-saxonne, finalement, de concevoir la chanson, qui est la musique. Et puis, sur la musique, eh bien, on met des mots, une mélopée. Dans le cas de Charles Aznavour, au contraire, ce sont les textes qui portent la chanson. C'est d'ailleurs pourquoi il a soutenu les rappeurs et qu'il a fait un duo avec Kerry James aussi. Il a vraiment rappelé que c'était des travailleurs, voilà, des gens qui travaillent vraiment le texte. Et pour lui, ça, c'est vraiment important. Oui, d'ailleurs, il disait que les Français n'avaient inventé aucun rythme. Les Français, c'était les paroles. D'abord, on laisse aux anglo-saxons le rythme et nous, on prend les paroles. Ou quelques chanteurs qui ont mis la musique en avant. Ça, c'est vrai. Mais pour lui, une chanson, c'était d'abord, ce qu'il dit d'ailleurs, d'abord les paroles, quoi. C'est vraiment... et ces chansons très cinématographiques qui racontent une histoire, donc c'est une vraie histoire. Le cinéma, justement, transition toute trouvée, on le sait bien, Charles Aznavour était avant tout pour le public un chanteur, mais un peu comme Yves Montand, à l'inverse, lui, il a été acteur. Il aura tourné dans une soixantaine de films, notamment pour François Truffaut, et puis... jusqu'en 1997. Et ce César d'honneur, Ludovic de Foucault, nous conte justement son parcours en images. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens. Si Aznavour les célébrait en chansons, lui aussi a fait l'acteur. 60 films en France, mais aussi à l'étranger, dont un premier grand succès, Tiré sur le pianiste de François Truffaut en 1960, un film qui lancera la carrière d'Aznavour aux États-Unis. Il a peut-être honte de moi, c'est mon petit frère affectionné. Mais c'est un artiste, mon frangin. Il n'y a pas plus de Charlie que de beurre aux épinards, il s'appelle Édouard. Tais-toi. Dans cette adaptation d'un roman noir, Aznavour joue le pianiste Charlie, de son vrai nom Édouard Saroyan, un nom arménien. 42 ans plus tard, comme un clin d'œil, l'acteur portera ce même nom dans Ararat d'Atom Egoyan. Cette fois, Aznavour campe un réalisateur qui tourne un film sur le génocide arménien. Aznavour, qui a tourné avec Chabrol, Mocky ou Granier de Fer, apparaît aussi dans Le Tambour de l'allemand Volker Schlöndorff, Palme d'Or à Cannes en 1979, ou encore dans Viva la vie de Claude Lelouch en 1983. Et enfin, en 2009, il prêtait en français sa voix au grand-père émouvant de Là-haut des studios Pixar de Disney. Bon, d'accord, allez, tu peux entrer. Et notre monsieur de cinéma est avec nous, Thomas Borès, bonjour. Bonsoir. Qu'est-ce qui caractérise le jeu de Charles Aznavour ? C'est compliqué de répondre. On dirait, les anglo-saxons, les américains, les jazzmen parlent de cool, la cool attitude. C'est vrai un des modèles, peut-être, ce serait Frank Sinatra. Frank Sinatra, évidemment, très grand chanteur, mais aussi très grand acteur. On voit les rôles pour Otto Preminger ou John Huston. Et c'est vrai que Aznavour, il a ça. C'est-à-dire qu'une mélange de force et de décontraction, et comme ça, une espèce de mélancolie qu'il porte sur son visage.
Il faut noter quand même qu'on situe souvent le début de la carrière d'acteur de Charles Aznavour au film de Truffaut, évidemment, c'est ce qui va lui permettre d'être célèbre. Il a participé dans d'autres films, et notamment, il y a un film qu'il a fait 1 an avant, de Georges Franju, qui s'appelle La tête contre les murs, qui est un film remarquable avec Jean-Pierre Mocky, acteur, et il a une scène de démence, parce que ça se passe dans un asile de fous, il y a une scène de démence absolument génial, on dirait du James Cagney dans un film de Raoul Walsh. Il est absolument prodigieux et c'est dans ce film-là, dans ce court rôle, que Truffaut va le remarquer, va dire ok, lui, il peut incarner des gens, il peut être acteur, quoi. Et c'est vrai que quand on voit dans Tirer sur le pianiste, il y a à côté, le cool dont je parlais est là. Et ce qui est bien, c'est que très vite après, il va avoir un potentiel comique, vraiment une énergie comique à l'écran qui est vraiment remarquable. Et c'est vrai que c'est grâce, notamment aux mots de Michel Audiard, on a parlé de la métamorphose des cloportes, mais il y a aussi un taxi pour Tobruk, qui est un des grands succès aussi de Charles Aznavour. Il est quand même à côté de Lino Ventura. Et là, la décontraction dont je parlais, eh bien, elle allie aussi une certaine manière, une décontraction cool, mais aussi comique. Et ça, c'est très fort dans sa capacité d'incarner, parce qu'on sait qu'effectivement, c'est très drôle, c'est très difficile, pardon, d'être drôle à l'écran. Et puis, bien sûr, il y a des rôles absolument tragiques. On parlera peut-être en détail tout à l'heure du tambour de Volker Schandorf. Mais voilà, et donc c'est très difficile de le camper, enfin de le styliser. Alors c'est vrai qu'il avait commencé par vouloir être comédien, vous l'avez peut-être évoqué ici. Et c'est vrai qu'il se méfie un peu, parce qu'on ne peut pas maîtriser quand on est comédien, on dépend du désir des autres. C'est vrai qu'il a préféré, à juste titre, puis il avait une voix remarquable, de percer dans la chanson. Et c'est vrai que, comme souvent les chanteurs-acteurs, on peut dire que la carrière est un peu dilettante, Dutronc, Souchon. De fait, pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une carrière de chanteur à tenir. Si vous deviez retenir un rôle, finalement, dans la carrière cinématographique de Charles Aznavour. Ça serait justement le tambour que j'évoquais tout à l'heure de Volker Schandorf, adapté d'un roman de Günter Grass, une histoire, une fresque magnifique qui commence dans les années 30, qui court pendant la Seconde Guerre mondiale et qui évoque en creux la montée du nazisme, avec cet enfant qui refuse de grandir et qui va regarder le monde adulte avec son visage d'enfant. Et en fait, pour la petite histoire, c'était une coproduction, notamment française, allemande, française. Et donc, il fallait un acteur français pour pouvoir répondre au quota du film. Et c'est comme ça, en partie, que Charles Aznavour a été engagé en fait sur le tambour. Il a vraiment un petit rôle. Je crois que c'est 6 minutes à l'écran. Mais quel rôle ? En fait, il joue le commerçant qui tient le magasin de jouets, qui va donner les tambours au petit garçon. Donc il y a comme ça une espèce de complicité qui naît entre ce petit garçon et ce vieux monsieur qui est très tendre, qui a une âme d'enfant. Ce monsieur est juif et il va être contraint au suicide pour échapper aux nazis, si je puis dire. Et donc c'est un rôle magnifique et il le porte sans forcer, sans aller dans le mélodrame, juste une espèce de sobriété. C'est peut-être ça, d'ailleurs, que je retiendrai de la carrière de Aznavour, acteur, c'est cette immense sobriété et un visage capable et une voix de faire traverser toutes les émotions sans trop en faire. Voilà, donc Aznavour, c'est less is more, comme disent les Anglais, c'est-à-dire moins on en fait, mieux c'est. Merci Thomas Borès. Voilà ce que vous pouvez dire de la carrière de Charles Aznavour, acteur. On a avec nous en ligne le président de l'Institut du monde arabe, ancien ministre de la Culture, Jack Lang, bonjour. Bonjour. Qu'éprouvez-vous aujourd'hui à l'annonce de la disparition de Charles Aznavour ? Pardon de le dire, mais quand je l'ai appris tout à l'heure, j'étais comme terrassé. Je ne pouvais pas le croire. Nous avions partagé un moment merveilleux la semaine dernière près de l'Institut du monde arabe, dans un restaurant chez René. Nous étions avec Jean-Paul Belmondo et quelques amis. On a chahuté, on a, si j'ose dire, pardonnez-moi de le dire, déconné. On s'est barré comme des mômes. Et voilà, et j'étais à nouveau stupéfait par sa bonne santé, sa juvénilité. Il était fabuleux, sa drôlerie habituelle, son humour, son sens des mots, enfin. Et quand on m'a appris tout à l'heure qu'il était mort, j'ai été vraiment bouleversé. Je continue à l'être, j'arrive toujours pas à le réaliser, à l'imaginer. Bon, il était tellement vivant, tellement présent, tellement sur scène, dans la vie, partout. C'est dur à avaler, franchement. Vous l'avez vu la semaine dernière, c'est dire que vous aviez conservé des liens très étroits avec lui. De plus en plus étroits, c'est ça, assez particulier. On s'était pris d'amitié depuis quelques années. Il venait assez souvent à l'Institut du monde arabe. Il a soutenu en particulier l'exposition Chrétien d'Orient. C'est une question qui le touchait beaucoup.
Bon, j'allais voir ces spectacles, en particulier le dernier à Bercy. Bon, il y avait une sorte d'amitié sur le tard qui s'est créée, au-delà de la musique, une sorte de complicité, comme ça. Il était tellement jeune d'esprit, tellement dans la vie, dans le mouvement. On était heureux avec lui. On était heureux. Le chanteur qu'il était, avec bien sûr la renommée, la popularité à l'international, il vous a d'une certaine manière aidé, vous, en tant que ministre de la Culture? Par coup sûr, oui, puisqu'il était une incarnation, peut-être la plus importante incarnation de la présence musicale française dans le monde. On l'a dit à votre émission, je crois. Il est partout dans le monde, il était connu, reconnu, aimé, adoré. Là, récemment, il revenait d'une tournée au Japon. Il était à Tokyo et à Kyoto. Je lui ai dit, mais vous êtes complètement fou de faire ça encore. Non, j'aime ça. Et d'ailleurs, je vais repartir bientôt en Australie, aux États-Unis, je ne sais plus où encore. Il faisait en permanence le tour de la planète. Et partout, il était accueilli avec enthousiasme, avec bonheur, avec joie. Et en effet, vous me posez la question. Oui, son soutien personnel à l'action que nous avons menée est très précieux parce que, il le répétait encore ces derniers jours, ce qu'il appréciait dans l'action que nous menions, c'est que nous voulions à la fois soutenir une culture de haute exigence et en même temps atteindre le plus large public possible. Il aimait cette dualité, je sais pas, il aimait comme lui était le raffinement même, il était l'intelligence même, et en même temps, il était extraordinairement populaire. C'était un homme de grande cause, on l'a dit aussi, on se souvient bien sûr de l'Arménie, mais pas seulement. Ce sont des causes qui là aussi vous parlaient à l'homme de gauche que vous êtes? Naturellement, oui. Je ne sais pas si on partageait ou non les mêmes idées, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Nous avions en tout cas des sensibilités voisines. Et je me souviens que à l'époque où l'Arménie souffrait énormément à la suite des guerres balkaniques, et on a organisé avec lui un convoi alimentaire. Roland Dumas, le ministre des Étrangères, était avec nous et il a donné un coup de main, y compris matériel. Et il s'est engagé beaucoup pour l'Arménie. Mais il disait en rigolant encore la semaine dernière, il disait, ce qui est extraordinaire, on me présente comme arménien, mais je ne connais pas cette langue, il faut que je l'apprenne. Alors qu'il maîtrisait admirablement la langue qui était la sienne, la langue française. Il était la France, il était la langue française totalement et pleinement. Et il était en même temps internationaliste et universaliste. Non, c'est un type avec lequel j'ai partagé, comme d'autres, des moments formidables. On devait se revoir encore pour bavarder de choses et d'autres, pour fomenter quelques projets. Alors, par ailleurs, n'oublions pas que, puisque vous parlez de l'Arménie, qu'il devait, la semaine prochaine, je crois, avec le président Macron, donc pendant la période du sommet de la francophonie, inaugurer un centre qui portera son nom, un centre dédié à son œuvre et à la culture française, et à la langue française. Et c'est un moment qui, je pense, se déroulera. Je pense que le président Macron aura à cœur de se rendre sur place. Quelle tristesse que notre ami ne soit plus là. Merci beaucoup, Jack Lang, pour ce témoignage. Merci. On en parle évidemment, bien sûr, beaucoup de réactions sur Internet, sur les réseaux sociaux. Anthony Saint-Léger, bonjour. Dès l'annonce, bien sûr, du décès de Charles Aznavour, il y a eu beaucoup de réactions. Oui, des hommages venus du monde entier. On va commencer, si vous le voulez bien, par les titres de la presse internationale. Le Guardian, par exemple, qui retraçait brièvement le parcours de Charles Aznavour, chanteur et comédien. On en parlera un petit peu plus tard. Le chanteur présenté comme la réponse française à Frank Sinatra pour son style mélancolique et émouvant. Le quotidien britannique qui revenait aussi sur l'une des chansons les plus connues outre-Manche, She, qui est sorti plutôt en 1974. Le Sinatra français tire sa révérence, pouvait-on lire aussi chez nos confrères de CNN. 1000 chansons en 80 ans, titraient cette fois nos confrères allemands de l'ARD, référence aux chansons qu'il a écrites ou coécrites pour lui ou pour d'autres. Et ça fait environ 12 chansons par an, une par mois, c'est pas mal. Et ce n'est pas le seul chiffre qui donne le tournis, puisque 1200, c'est cette fois le nombre de chansons interprétées par Charles Aznavour et enregistrées par lui-même, et plus de 180
million de disques vendus à travers le monde. 8 langues aussi dans lesquelles il a chanté. En témoigne par exemple, vous allez l'entendre, cette interprétation de La Bohème en 5 langues. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. En donde en un desván, con traje de cancán, posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. We laughed at common men, for we were heroes then, and heaven smiled above. La bohème, das heißt la vie, mal so, la bohème, bei Trockenbrot verliebt und froh. E nei caffè vicini eravamo qualcuno che aspettava la gloria dei poveri. Voilà, La Bohème dont il existe même une version en kabyle, puisque vous avez pu suivre dans notre édition spéciale Idir, cet auteur, chanteur, compositeur algérien qui avait eu la chance d'interpréter ce titre aux côtés de Charles Aznavour dans son album Ici et ailleurs. Oui, alors c'est ces langues qui font de lui aussi le chanteur de variété le plus important du XXe siècle, titrait El País, en référence directe à ce sondage paru en 1998 par CNN et le Time, qui lui décernait ce titre avant Elvis Presley, devant Elvis Presley, Bob Dylan et même Frank Sinatra, on en parlait tout à l'heure. Alors justement, Charles Aznavour l'américain, c'était l'angle choisi par nos confrères du Point, qui sont revenus sur sa carrière américaine dès ses débuts en 1963 à New York jusqu'à cette étoile reçue en août 2017 sur l'Hollywood Boulevard, le Walk of Fame. D'ailleurs, une gerbe de fleurs doit y être déposée sur cette étoile aujourd'hui même. Et à l'image de sa renommée, forcément, les hommages des internautes ont eux aussi été en plusieurs langues. Par exemple, cet internaute en anglais qui saluait sa performance au Royal Albert Hall de Londres. La passion et l'amour l'emportent sur l'âge. Un synonyme de joie et d'enchantement selon cet autre en allemand. Une icône dans la musique du monde que le monde n'oubliera pas pour ce tweeto en espagnol. Et puis en France, évidemment, aussi beaucoup de réactions. Cet internaute qui, par exemple, saluait la mort de l'un des derniers témoins de la belle époque de la chanson française avec Brel, Brassens et Piaf, évidemment. En un mot, Jack Lang l'a évoqué, Emmanuel Macron devait se rendre avec Charles Aznavour lors du prochain sommet de la francophonie à Erevan en Arménie les 11 et 12 octobre prochains. Il ne sera donc pas du voyage. Non, et l'Élysée réfléchit d'ailleurs à un hommage à ce sommet, son pays d'origine, l'Arménie, à laquelle il a aussi rendu en hommage en 1988 lors du tremblement de terre. On s'en souvient, où près de 50 000 personnes sont mortes. L'artiste qui s'est mobilisé au moyen notamment de cette fondation et aussi de cette fameuse chanson Pour toi Arménie, avec plus de 80 artistes, 1 million d'exemplaires vendus. Voilà, et puis on l'a dit, Charles Aznavour c'était aussi un comédien. Peut-être un mot, parce que ce qu'évoquait Thomas Borez avec nous il y a un instant, c'est qu'il se prédestinait au départ plutôt à une carrière de comédien. Qu'est-ce qui l'a fait basculer du côté de la chanson ? Les opportunités, je pense, surtout. Il voulait être en effet comédien, mais comme il avait travaillé pour devenir comédien ? Oui, puisque je crois que ses parents habitaient en face d'une salle de théâtre, d'une école de théâtre, et il y allait. Il a même fait des petits rôles quand il était très jeune. Donc oui, il voulait faire ça, mais bon, il s'est très vite aperçu que, en effet, avec la musique, il pouvait tout contrôler. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'on n'aurait peut-être pas eu ces magnifiques chansons. Anthony, sur le Aznavour comédien. C'est ce qu'ont tenu justement à rappeler plusieurs internautes, que ce n'était pas uniquement un chanteur, mais bien un comédien. Certains, comme cet article de Culture Box qui rappelle qu'il a joué plus de 80 films de Truffaut à Chabrol et qui a aussi reçu un César d'honneur en 1997 pour l'ensemble de sa carrière. Ce journaliste de Causeur qui forcément signait sa tribune vient voir le comédien du nom de cette chanson. Et justement, qui dit bon comédien dit forcément finir en haut de l'affiche, on l'imagine, là actuellement au paradis dans ce dessin de Pader. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. Je remercie également Charline Le Carpentier qui était avec nous tout au long de cette édition spéciale, tout comme Christian Heline et Benoît Cachin. Merci donc à vous quatre et on va se quitter évidemment en chanson. Nous reverrons un jour ou l'autre, c'est Charles Aznavour bien sûr qui nous donne rendez-vous. Nous nous reverrons un jour ou l'autre.
si vous y tenez autant que moi.